Oui, il y a deux points quand même sur lesquels je suis en désaccord, hein, c'est-à-dire que notamment ce que montrent les démographes de l'IASA, qui sont la référence mondiale, c'est qu'avec les objectifs de développement durable, il y aura une réduction de la démographie très significative, hein, c'est-à-dire qu'on passerait nettement en dessous de 9 milliards, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez parlé de droit. Donc vous défendez notre droit à voyager, à avoir un jardin en banlieue, et puis notre droit à consommer des protéines animales. Ce droit s'exerce aux dépens des socio-écosystèmes des pays pauvres et a un facteur destructeur social et est un des facteurs d'augmentation de la démographie dans les pays pauvres. Donc faites attention parce que le droit effectivement à la fécondité dans les pays pauvres, c'est un droit aussi. Donc faites attention dans le respect des droits de chacun. Et là je trouve que vous défendez peut-être un peu trop le droit des Européens aux dépens des droits des Africains. Vous avez extrêmement mal compris ce que j'ai dit. Extrêmement mal compris. Je n'ai pas défendu le droit des Européens, j'ai défendu le droit au contraire de tous les hommes. D'autre part, les statistiques selon lesquelles les démographes vont prévoir à moins de 9 milliards, non, pas du tout, excusez-moi, mais là c'est complètement faux. Et d'autre part, alors vous supposez quelque chose qui est incroyable, c'est-à-dire que le développement, ça va marcher. Ça va marcher. Et moi je dis le contraire. C'est-à-dire que justement il y a un risque énorme que le développement ne marche pas, justement à cause de cette démographie. Et que donc nous n'aurons pas ce facteur développement qui permettrait, parce qu'on sait souvent qu'il y a une corrélation entre développement, éducation et baisse de la fécondité, et qui permettrait de faire baisser justement à terme la fécondité. Oui, bonsoir. Vous aviez pris la parole pour dire que c'était un sujet délicat, vous avez raison. Je c'est très bien qu'on puisse en parler, et vous, pour autant, je veux dire, vous n'avez pas vraiment convaincu non plus, peut-être que j'ai mal compris aussi. D'abord, j'ai eu un doute tout au long de votre exposé sur le fait de savoir si on était dans une démonstration de nature scientifique, ou plus dans une thèse un peu morale. Vous avez évoqué la question de la beauté, j'ai plus pensé qu'on était dans le second cas, et au fond, vous ne m'avez pas vraiment convaincu que la variable démographique était celle qu'il fallait incriminer. D'abord, j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre la période passée et la période à venir. On a vu dans les deux premiers exposés que la crise à la fois climatique et de biodiversité était plus qu'engagée, et si je comprends bien, pour cette période actuelle qu'on vient de décrire, c'est pas une question démographique, puisque c'est bien la minorité d'individus riches qui l'ont quasi exclusivement occasionné. Donc de ce point de vue-là, je ne vois pas très bien où est la question démographique. Alors après, qu'elle le soit pour l'avenir, peut-être que c'est un sujet, mais commençons déjà par résoudre le problème qu'on a réussi à causer avec une minorité d'individus, et peut-être on ira plus clair ensuite sur la part de cause de la question démographique. En statistique, une corrélation n'a jamais fait une causalité. Je crois que c'est un peu le bon point. Je suis le premier défenseur de cette idée-là. Corrélation. Non, sur l'aspect écologique, sur le réchauffement climatique, en effet, ce n'est pas le nombre des hommes qui, pour l'instant, a réchauffé, je l'ai dit ça, n'a même pas réchauffé de 1,2 degré. C'est effectivement les émissions de gaz à effet de serre de la partie la plus consommatrice des hommes. Mais par contre, sur la biodiversité, ça c'est le nombre des hommes. Deux sujets sont différents. Il y a beaucoup de questions là, sur la démographie. C'est toujours. Je me doutais bien que la controverse allait rebondir sur cette question. Mais vous pouvez, excuse-moi, vous pouvez aussi poser d'autres questions qui ont trait aux deux autres exposés. Hein. Bonsoir. C'est pas vraiment une question que je vais le poser. Je vais faire un commentaire comme monsieur a fait à l'instant. Pour moi, ce que j'ai apprécié ce soir, c'est qu'il y a eu un chapitre qui a été, je vais dire entre guillemets, scientifique, sans graphique, sans courbe. C'est simplement, on a compté les hommes et c'est un fait établi. Les deux autres sujets, pour moi, sont des sujets qui ne sont pas objectifs. On parle de fantasmes, on parle de projection, on met plein de courbes dans tous les sens, simplement pour cacher la misère de la réflexion. Donc notre réalité, c'est bien ce qu'on appelle la bombe démographique. Je suis un garçon qui suis né il y a 75 ans. À 20 ans, j'ai étudié le rapport Mido du Club de Rome, et j'ai découvert que toutes les projections que faisaient les scientifiques avec des pourcentages qu'ils poursuivent pendant des années aboutit à des espèces de pics incroyables, et la réalité a montré que c'était bidon.
voilà. Et moi, quand je vois les courbes qu'on voit ici, non, ça c'est du passé. Non, Ça c'est du passé, ça. Bon, Donc, question. c'est objectif. Voilà. D'accord. Peut-être que tu souhaiterais dire quelques mots sur le fait que les scientifiques ne produisent que... Non. Non, ça ne mérite pas de réponse. Bon, autre question. Vision par définition. L'actualisation en 25 ans, voilà, parce qu'on comprendra pas. Juste pour dire, l'actualisation en 25 ans du rapport Meadows correspond très raisonnablement à tous les observables quantifiés. Malheureusement, le pic en question, l'effondrement en question, justement, il est très bien démontré par ce travail tout à fait rare pour sur les coûts de restauration. 72. Meadows, c'est facile parce qu'il y a un stock de ressources qui est fini et il y a une consommation, donc il suffit de croiser les deux. Sur la démographie, on pourrait quand même dire que, vous l'avez cité, Paul Ehrlich, dans les années 60, il publie un livre qui s'appelle La Pompée, mais Ehrlich, il dit quoi? Il dit dans les années 70, dans 10 ans, ça sera la famille partout sur le globe parce que la population, on ne pourra pas soutenir le taux de population qu'on a. Ça, pour le coup, absolument pas du tout révélé vrai. Et Si, on peut pas. moi, ce que je voudrais continuer pour la réflexion, c'est de dire que si on regarde les taux de fertilité, ils s'effondrent partout dans le monde. Le taux de fertilité baisse partout. L'Inde ou le Bangladesh que vous avez cité ont des taux de fécondité actuellement qui sont en dessous du taux de remplacement de la population. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on peut préconiser par rapport à ce que vous nous dites? Parce que, étant donné que la population, elle est là, si vous voulez baisser la population, il n'y a pas d'autre solution que d'euthanasier toute la population qui passe les 70 ans, ou d'interdire complètement... d'envoyer les enfants. Non, la population, c'est une donnée qu'il faut considérer comme les ressources, comme quelque chose de donné, et ce qu'il faut baisser, c'est la consommation, c'est l'emprise sur les ressources, et le fait qu'actuellement, vous ayez 7% de la population mondiale qui produisent 60% des gaz à effet de serre, c'est ça qu'il faut changer. Le fait que l'exploitation animale, que les élevages industriels consomment entre 70 et 80% de l'occupation par les hommes de la terre soit consacrée à cette exploitation animale, si vous changez ne serait-ce que ce facteur, vous diminuez l'empreinte des hommes sur la terre de 70 à 80%, vous retrouverez votre nature. Et ça, simplement en changeant l'alimentation des hommes. Donc, là, vous avez plein de facteurs sur lesquels on peut agir sans avoir à changer la population qui, pour moi, je dis, comme les ressources qui sont finies, c'est une donnée qu'on n'a pas à changer de cette manière-là. Je te laisse répondre. Je réponds, il n'y a pas de raison du tout que ce soit une donnée, parce que ce n'est pas une ressource qui constitue un stock. Je rappelle que la population, elle est aujourd'hui sans commune mesure avec tout ce qu'elle a été. D'autre part, quand vous dites qu'en gros je fais la promotion des 7% les plus riches qui consomment l'essentiel, mais c'est justement vous, c'est ce que je disais au début de l'intervention, c'est justement vous qui voulez que les 93% des plus pauvres continuent à ne rien consommer du tout. Et moi justement, je me fais leur défenseur. Attendez, je réponds. Je me fais leur défenseur en disant, eux aussi ils ont le droit de consommer. Ils n'ont pas le droit d'être tous milliardaires, c'est pas possible, mais ils ont le droit de consommer aussi. Et effectivement, dans l'arbitrage, je pense qu'il vaut mieux une population moins nombreuse et plus à l'aise économiquement que l'inverse. Et d'autre part, même quand on est pauvre, on prend la place du reste du vivant, et je suis favorable à ce que nous partagions la Terre avec le reste du monde vivant. Et une question, le commentaire, je vous rassure, on peut ne pas euthanasier, on peut décider que les femmes décident tout simplement de réguler la population. On n'a pas multiplié les approbations des uns et des sur les interventions des uns et des autres, donc évitons cela. Si on veut que... à la question de l'euthanasie, non, on peut quand même, en tout cas les femmes peuvent avoir cette conscience. La question que je voudrais vous poser, parce qu'elle est éminemment importante,
c'est effectivement ce qui va se passer dans une dizaine d'années au niveau des ressources. On sait tous, si on a la chance de voyager dans certains pays, notamment les continents africains, que les ressources, c'est le problème majeur. L'eau, l'accès à l'eau, l'accès aux terres cultivables. Donc moi, ce que je voudrais savoir, parce que vous n'avez pas trop développé ce point-là, c'est qu'est-ce qui va se passer quand effectivement on arrivera en 2050, particulièrement en Afrique, sur des populations, des taux de population très importants. On sait déjà que dans certains pays, on est aux limites. Donc, qu'est-ce que vous imaginez, vous, comme scénario? La famille. Alors, pour répondre brièvement, un drame. Je ne vois pas d'autre solution. Je ne vois pas d'autre solution, c'est ce que j'appelle le heurt aux limites de la planète. Il y a deux façons de résoudre la question démographique. Soit effectivement on prend aujourd'hui des mesures douces, incitatives pour baisser la fécondité. Je ne réponds même pas sur l'euthanasie. C'est mondial. Oui, on est tous contre la guerre, mais je veux dire, voilà. Les dépenses militaires. Pas la guerre, mais attendez, c'est pas le débat. Les dépenses militaires. Mais évidemment, l'euthanasie, c'est tellement affreux. Il ne s'agit que d'aider les femmes à avoir un meilleur accès à la contraception pour qu'elles puissent effectivement baisser la fécondité. C'est évidemment la seule chose à faire, il n'y a pas de doute. Alors comment ça peut se résoudre? Malheureusement, si ça ne se résout pas par ces mesures incitatives et douces et qu'on prend tôt, eh bien ça se résoudra par des drames. Ça peut prendre la forme de famine, ça peut prendre la forme de conflits locaux, ça peut prendre la forme de conflits généralisés. Je ne suis pas devin, mais très sincèrement, je le crains fortement. Oui, une question, puis on va essayer des questions très rapides parce qu'il va falloir qu'on clôt la soirée vers 21h30, donc on approche de l'heure fatidique. C'est vrai que votre conclusion finalement m'intéressait sur le que faire, j'aurais bien aimé entendre quelques-uns, mais alors c'était quand même pour aller un peu dans votre sens. Moi je vous remercie d'apporter ce débat-là. Vous me faites un peu penser il y a 10 ans à un végétarien au moment d'un repas de Noël devant une dinde qui essaierait d'embarquer toute la famille dans un truc comme ça. Ça va vraiment toucher au fond de nous, ça va toucher à nos valeurs, à quelque chose de très intime, et je pense que sur ces sujets-là de climat, on est souvent hyper rationnel, on regarde des chiffres, on regarde le nombre de particules de CO2 qu'on émet, etc. Et on ne va pas forcément chercher vraiment au fond de nous-mêmes les choses qui nous bloquent encore dans ces éléments. Juste pour quand même apporter, on parlait de la Chine par exemple, même si ils limitent leur croissance démographique, il y a aussi un changement des comportements et un changement de mode de vie. Et quand vous avez des familles aujourd'hui qui vivent toutes sous le même toit, dans l'espace comprimé, qui d'un coup se mettent à rêver, et c'est bien normal, de pouvoir avoir un logement individuel, de pouvoir avoir un certain confort de vie, etc., et bien en fait vous allez exploser les consommations de matière et vous allez vous étendre sur l'espace urbain, ou alors vous allez vous comprimer et rentrer dans des espaces urbains très comprimés, comme aujourd'hui dans le 10e arrondissement, c'est 32 000 habitants qui mètres carrés. C'est un des espaces les plus denses au monde. Donc en fait, oui, ça va aussi avec une privation de liberté en fait, et de confort. Alors, juste un mot sur ce qu'on peut faire. Il est certain que les grands déterminants que sont le développement et l'éducation sont les facteurs principaux. Nous n'avons pas directement accès, ça c'est vraiment l'ensemble de la politique mondiale qui doit aller dans ce sens. Ce que nous proposons dans les pays développés où on consomme le plus, c'est de revoir notamment les systèmes d'allocation familiale de manière à les rendre un peu plus favorables aux petites familles et un peu moins favorables. Ça c'est la proposition d'Yves Cochet. C'est la même, de ce point de vue-là, nous sommes sur la même proposition qu'Yves Cochet. Et sur les pays en voie de développement, c'est accélérer la transition démographique. Il semble qu'il y ait environ 30% des femmes qui soient en attente insatisfaite de contraception, donc qui le demandent et qui n'y ont pas accès parce qu'économiquement c'est difficile ou parce que les centres de planification sont éloignés. Donc nous avions fait une pétition en la faveur de la chose suivante, c'est-à-dire de proposer que 25%, de manière générale, une partie beaucoup plus importante de l'aide au développement soit consacrée à la planification familiale. Donc je rassure tout le monde, nous voulons juste aider les personnes à essayer d'avoir un petit peu moins d'enfants. Nous ne voulons tuer personne. Nous voulons simplement préserver leur avenir. Et vous nous rassurez. Allez, une question courte et une deuxième là, et puis on arrête. Là, c'est une question pour Monsieur Couvet. Il vient de partir. Il est parti. Oui, c'est un exercice difficile, effectivement, de traiter les trois sujets, mais je crois que il y a une question d'échéance et de priorité, et je pense que ce débat démographique, on aurait pu l'avoir il y a une vingtaine d'années peut-être, et je crois qu'il était d'actualité, on l'a eu, on l'a peut-être pas eu à temps, je ne sais pas. Et aujourd'hui, je crois que la perspective du réchauffement climatique, comme l'a évoqué Marie-Antoinette,
les perspectives de famine, effectivement, de crise d'alimentation qui se profilent à l'horizon vont régler, hélas, de façon dramatique et de façon très brutale la question démographique. Donc, d'ailleurs, le fait que vous projetiez à 2050 et 2100 montre bien que peut-être que cette donnée climatique, vous ne l'avez pas totalement intégrée. Et je crois que c'est intéressant de poser la question, et je crois que vous avez certains éléments que vous avez apportés sont intéressants aussi. Et je crois qu'on est dans le devoir de prioriser nos actions, et je pense que la question démographique, hélas, elle va se régler par une autre façon beaucoup plus violente qui sera celle du climat et de l'alimentation. Ce que vous dites est exactement un débat que j'ai eu avec Jean-Marc Jancovici, qui disait il faut s'occuper du climat d'abord, parce qu'effectivement, à cause de l'inertie démographique, c'est là qu'on aura le plus d'efficacité rapidement. C'est un peu Et je suis obligé d'admettre cet argument, mais le problème, c'est que je pense qu'intellectuellement, il pose un autre problème, parce que ça revient à dire, lorsqu'un phénomène présente de l'inertie, alors on doit s'en occuper plus tard. Ce qui est contraire à l'intuition naturelle. Plus un phénomène présente de l'inertie, plus il faut s'en occuper tôt. Donc l'idée de on s'occupera de la démographie plus tard, parce que ce sera trop long avant d'avoir des résultats, me semble quand même poser un problème. Les deux ne sont pas incompatibles. Il y a une inertie climatique aussi. Hein. Les deux sont pas Juste, je vais laisser un mot à Marie-Antoinette aussi pour la